Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Entrepreneur sur les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Candide Huard. Candide Huard est propriétaire de la boîte à vin. Merci Candide d'avoir accepté mon invitation. Bien hâte que tu me racontes un peu ton parcours et bien entendu que tu nous présentes en premier lieu la boîte à vin. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Ouais, en fait, la boîte à vin, on est une épicerie fine spécialisée dans la vente de vins issus de culture locale, donc des vins 100% québécois. Donc, on a deux succursales, une succursale à Rosemont, à Montréal, une succursale dans le Vieux-Longueuil. Et on a également un site transactionnel, donc où on vend du vin en ligne et où il est possible, dans le fond, aussi de se faire livrer du vin à la maison. Donc, il y a peu de gens qui le savent, de plus en plus, parce qu'on entend de plus en plus parler de vin québécois, mais les épiceries fines, donc tous les entreprises qui sont détenteurs d'un permis d'épicier ont le droit de vendre du vin issu de culture locale depuis 2017 et sans passer par le réseau de la SAQ. Fait que nous, c'est un peu là-dessus je dis nous, là, parce que je ne suis pas seule dans la boîte à vin, mais on a un peu basé notre plan d'affaires, notre modèle d'affaires là-dessus, sur le fait de faire la place et de faire rayonner un peu les vins québécois qui n'ont peut-être pas la chance de rentrer sur les tablettes de la SAQ. Donc, offrir une alternative à la SAQ pour les produits québécois. Wow! Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui t'a amené ou avec toi et tes partenaires à lancer cette idée-là? Puis ça fait combien de temps que vous êtes en affaires? Ça va faire 5 ans à la fin août, en fait. Donc, nous, qu'est-ce qui nous a vraiment lancé? C'est vraiment la loi qui est passée là, concernant la vente possible de vin via une épicerie. Moi, j'ai étudié à l'ITHQ, donc à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Donc, j'ai travaillé beaucoup en restauration, j'ai travaillé beaucoup en gestion aussi de services alimentaires, tout ça. Fait que j'avais déjà un petit background aussi en un peu lancement d'entreprise, mais très scolaire, là, parce qu'on avait vu ça à travers ma formation à l'ITHQ. Puis mon conjoint, lui, en fait, est sommelier. Donc, c'est un peu... Puis lui, il vient d'une famille d'entrepreneurs, c'est-à-dire ça coule vraiment dans ses veines. Moi, je n'étais pas tant profil entrepreneur. Lui, c'est vraiment lui qui a la fibre entrepreneuriale. C'est lui puis moi qu'on a brainstormé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme entreprise qui n'existe pas encore, qui pourrait aussi répondre à un besoin. Puis mon conjoint, à travers sa formation en sommellerie, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les vins québécois, autant sur les cartes de restaurant qu'à la SAQ, qu'ailleurs. Tandis que quand on va ailleurs dans le monde, dans tous les pays où il y a des vignobles, là, même au Canada, donc en Ontario, on va dans un restaurant, la carte est pratiquement remplie de vins ontariens. Fait que c'est un peu cette réflexion-là qui nous a dit, il me semble que ça nous prend un petit peu plus de vins québécois accessibles. Puis on a parti notre idée en se disant, puis ça serait le fun que ça puisse être comme des paniers livrés à la maison. Tu sais, des paniers de légumes là, que tu livres à la Ouais, maison. ouais. On se dit, ça se fait pas livrer de l'alcool au Québec. Puis c'est la seule place au Québec que ça se fait pas. Et c'est là qu'on a ouvert un peu une boîte de Pandore parce que la livraison d'alcool au Québec, c'est extrêmement compliqué. Puis c'est probablement pour ça qu'on est les seuls encore à le faire, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'enjeux liés à ça. Et on a un petit peu dû là, changer notre modèle d'affaires. C'est pour ça qu'on s'est dit on va ouvrir une épicerie fine au lieu de juste, on voulait juste avoir un site transactionnel puis livrer du vin, mais finalement, on a revu un petit peu notre modèle parce que les lois et les règlements sont très, très stricts là, autour de la livraison d'alcool. Fait que ce que ça m'amène comme question, je te dirais, quand tu as lancé ta business en 2017, puis que tu te dis, OK, on a une super idée parce que ta vision est claire, tu as une mission qui est définie aussi, comment te rendre à ta vision, tout ça. Tu as vécu des petites embûches. En fait, tu dois en vivre encore aujourd'hui. Oui. Ça serait quoi tes apprentissages? Tu sais, mettons que tu regardes là, 5 ans en arrière, puis tu te dis, ah, ouais, avoir su, ben ça. Ou ça serait quoi tu sais, les apprentissages? Je te dirais les takeaways que tu as fait de ce parcours-là dans les 5 Ouais. dernières années. Ben, moi, le plus gros apprentissage que j'ai fait en entrepreneuriat, que j'aurais peut-être pas fait si j'étais restée dans le milieu du travail, là, sans aller vers cette avenue-là, c'est vraiment le fait d'apprendre en se trompant, puis d'accepter, en fait, qu'on peut se tromper. Moi, je suis très, très perfectionniste dans la vie. J'ai toujours eu une anxiété de performance aussi, puis on dirait que quand je suis arrivée en entrepreneuriat, je me disais, ah, faut qu'on soit vraiment prêt, que tu sais, à chaque fois qu'on prenait une décision, je me disais, faut que ça soit réfléchi, qu'on aille chercher de l'aide. Mais sauf que quand tu te rends compte que tu n'as pas nécessairement les ressources financières pour aller chercher des experts externes, tu n'as pas non plus nécessairement
tout l'entourage en fait nécessaire pour t'apporter soit des connaissances ou peu importe, c'est un peu de leurs idées ou leur parcours, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait des fois foncer, puis advienne que pourra. Puis après ça, ben, soit que ça fonctionne, puis qu'on est bien content, puis qu'on continue là-dessus, ou soit qu'on prend un peu un temps pour analyser tout ça, puis se dire, bon, ben la prochaine fois, je vais faire autrement, puis je vais voir ce que je peux faire. C'est sûr que nous, on a toujours été, je parle beaucoup, moi et mon conjoint, là, dans le fond, on a toujours été très instinctifs dans nos décisions parce qu'on avait un modèle qui était unique. Il a fallu, en fait, qu'on aille passer du temps avec la RACJ. On a siégé sur des tables communes avec la SAQ. On a été les premiers à faire partie du CVQ, le Conseil des vignerons du Québec, en tant que membre interdépendant, donc non vigneron, parce qu'on a toujours été, en fait, partie prenante de les discussions entourant justement tous les règlements, toutes les lois qui entourent l'alcool au Québec, parce que nous, je ne veux pas dire qu'on fait nécessairement du lobby, mais c'est un peu ça qu'on fait pour vraiment faciliter le travail des vignerons puis rendre de plus en plus accessible le vin. Et je te dirais que mon apprentissage, ça a été vraiment de suivre mon instinct un petit peu plus que d'analyser puis de toujours rester dans le côté cartésien avant de prendre une décision. Et ça nous a servi à certains moments, ça nous a nui à d'autres moments. Mais c'est ça, dans le fond, mon plus grand apprentissage, c'est vraiment d'apprendre en me trompant, puis d'accepter qu'on peut faire des erreurs, puis de ne pas les refaire dans le futur, en fait. Oui, puis tu sais, je pense que ce que tu nous partages aujourd'hui, tu sais, par rapport à ce que tu as vécu aussi émotionnellement, dire, hey, moi, j'étais une fille qui aimait, qui était anxiété de performance, qui voulait la performance, puis, tu sais, finalement, tu as fait un lâcher-prise, puis tu te dire, ben, regarde, faut que j'accepte de me tromper. Fait que, tu sais, ça l'a changé aussi. Puis là, je vais aller sur un autre côté, que c'est rare que je vais, mais ça l'a changé aussi qui tu es comme personne. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment. Puis, tu sais, je l'ai mentionné, mais c'est vraiment un peu mon conjoint, là, tu sais, qui me lançait là-dedans. Ben, en fait, lui, il serait parti tout seul. C'est juste que moi, je trouvais l'idée très, très intéressante. Puis je me disais, je peux y apporter quelque chose aussi avec mon background de restauration du THQ, puis aussi mon background, parce que je travaille en ressources humaines aussi dans la vie. Là, je suis partenaire d'affaires ressources humaines. Fait que mon background en admin ressources humaines aussi était intéressant pour lui qui avait peut-être pas. Fait que, tu sais, je me suis lancée avec lui, mais moi, pour vrai, ça me faisait peur là, au début. Puis je me disais, je pense pas que je peux être un entrepreneur à cause de ça. Puis effectivement, ça l'a changé même dans ma carrière parce que je continue encore de travailler à temps partiel. Puis je travaille parce que là, maintenant, j'ai une deuxième entreprise aussi, donc je travaille pour mes deux entreprises. Mais ça m'a aidé dans mon travail aussi parce que j'ai effectivement une approche différente maintenant de me dire que même si je surperforme pas sur papier, ça ne veut pas nécessairement dire que ce que je fais n'est pas bon. C'est au contraire, c'est à travers ça qu'on. Puis c'est vraiment, moi, c'est à travers les plus grandes déceptions ou les plus grandes épreuves, là, dans le fond, difficiles que j'ai appris le plus. Puis je pense que ça reste souvent quelque chose que les gens disent, mais c'est vraiment vrai. Là, ce qui est tout le temps le plus difficile fait ressortir souvent quelque chose de positif pour la suite. Là. Ouais, puis tu sais, je pense que quand on le vit, c'est là, je pense que ça prend tout son sens parce que tu sais, on l'entend souvent, comme tu dis, mais quand on est dedans, on fait comme OK, ça va, je vais m'en sortir. Ouais. Moi, c'est pour ça aussi que je fais les entrevues sur les projecteurs parce que il y a quelqu'un qui va peut-être écouter notre entrevue ensemble qui va dire OK, je suis là présentement, mais ça va aller, je vais m'en sortir, je vais apprendre de ça. Fait que tu sais, je pense que c'est des belles leçons que quand tu écoutes les histoires des autres, tu te dis OK, là, je suis dedans, là. Mais à un moment donné, il va y avoir une lumière au bout du fameux Ouais, tunnel, puis ça va me servir à quelque chose un jour. Là, je le vois pas, vraiment pas parce que je suis née dedans, là, mais tout à fait. Excellent. Fait que merci pour ce partage-là avec ton authenticité. C'est intéressant, puis c'est ça que les gens veulent entendre. Dis-moi, à travers tout ça aussi, ton parcours, il y a eu la COVID. Tu es rentré, toi, quelques années avant, c'est parfait. Comment tu t'en es sorti? Puis aujourd'hui, là, c'est aussi une économie qui est un peu plus instable. Comment vous travaillez? Puis, les enjeux, c'est ce que aussi les entrepreneurs veulent entendre. Qu'est-ce que vous vivez comme enjeu actuellement ou qu'est-ce que vous avez vécu? Puis, qu'est-ce que vous mettez en place présentement pour peut-être vous aider dans cette période-là un peu plus difficile de la business? Oui, ça, c'est un peu
le plus gros sujet. Là. Je vais essayer de faire court là, avec ma réponse, mais en fait, tu sais, pour l'histoire, nous, avant la pandémie, effectivement, on avait débuté, mais tu sais, je sais pas si tu consommes un peu de vin québécois, si tu connais, mais il y a 5 ans, là, c'est pas tant. C'était vraiment méconnu. Puis les gens avaient beaucoup, beaucoup d'appréhension envers les vins québécois encore, puis ils disaient que, bon, le vin québécois était pas bon, tu sais, tout ça. Fait que on était une tout petit. On a commencé dans un demi-sous-sol à Belleuil. Bref, c'était vraiment, tu sais, c'était pas la grosse affaire. Puis on montait tranquillement notre réputation et notre notoriété. Puis on a réussi à bâtir un site transactionnel très, très fort au niveau marketing numérique, SEO, tout ça. Puis, mais les gens n'étaient pas prêts encore. On dirait qu'ils ne comprenaient pas que c'était possible de se faire livrer du vin québécois. Puis c'était difficile, l'acquisition de clients, tout ça. Puis pour ça, c'est juste avant la pandémie. Une semaine ou deux avant la pandémie, on avait eu une rencontre, moi, mon chum, puis notre actionnaire à ce moment-là. Puis on voulait fermer, en fait, là, parce qu'on se disait, on est trop tôt, on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire et tout. Et là, une semaine après, la pandémie commence. Donc, le gouvernement a dit consommer local, consommer en ligne. Nous, on était 100% local. On avait une plateforme transactionnelle en ligne qui fonctionnait vraiment bien. Fait qu'on a dit, il nous reste, je sais pas combien il nous restait, mais vraiment pas beaucoup d'argent dans le compte en banque. On a dit, on met tout ça en marketing numérique, puis on se dit, on va Advienne voir que ce qui va pourra. se passer. Et c'est là que tout est parti, en fait. Nous, c'est 2 semaines après la pandémie. C'est là que tout est parti parce que tout le monde a comme commencé à chercher vin Québec, puis nous, sur Google, c'est nous qui sortait, puis la SAQ était fermée à cause de tout ce qui se passait, puis il n'y avait pas non plus une plateforme aussi. Il fait la livraison, la SAQ, il faisait la livraison à la SAQ, mais en tout cas, c'était pas encore Mais très, c'était très. moins, Ouais. Il ouais. fallait commander, je pense, en tout cas, je ne m'en souviens plus exactement, là, mais c'était pas comme nous. Là. Nous, c'était quand même très facile. Puis on offrait la livraison gratuite, dans le fond, à Montréal et sur la Rive-Sud. Fait que c'est ça. Fait que là, ça l'a apporté vraiment beaucoup d'enjeux parce que parce qu'en 2 semaines, on a fait notre chiffre d'affaires des 3 dernières années d'avant. Fait qu'il a fallu qu'on se trouve aussi des gens pour faire la livraison. Il a fallu qu'on se parte une compagnie de livraison à proprement dit, avec des applications, avec des optimisateurs de trajet, tout ça. Il a fallu qu'on crée ça, qu'on crée une application mobile. Donc ça, c'est une chance on était bien entourés, mais on a dû faire ça en même temps que de répondre à la demande. Et aussi, on a dû créer un programme de consigne, dans le fond, avec les vignerons parce que à ce moment-là, tu te rappelles, je viens de te dire, on n'avait plus d'argent dans notre compte à ce moment-là. Puis, il fallait qu'on ait du vin parce que tout le monde voulait du vin. Fait qu'on ne pouvait pas avoir assez de cash flow nécessairement pour acheter. Fait qu'avec les vignerons, avec qui on a bâti des relations d'affaires depuis 3 ans avant la pandémie, on a établi un programme de consigne qui nous prêtait le vin, puis on leur payait ce qu'on vendait, tout ça. Fait qu'on partageait le risque. Fait que pour eux aussi, c'était super intéressant. Fait que tout ça a été un été assez rock'n'roll, mais ça a quand même fait que nous, on a pu rester en vie. Puis même à ça, on s'est fait encore plus connaître. Ben oui. Et là, il y a eu, après ça, il y a eu les vagues, revagues, rebonds, tout ça. On a toujours été quand même chanceux parce qu'on a toujours pu rester ouvert parce qu'on était considéré comme un commerce essentiel là, selon la loi, parce qu'on était une épicerie. Donc ça s'est quand même bien. Nous, la pandémie, ça s'est super bien passé. Là, je te dirais que c'est effectivement le retour à la normale qui est un petit peu plus difficile qu'on l'avait. On s'en doutait, mais c'est plus difficile qu'on l'avait imaginé. Autant le retour à la normale, c'est-à-dire terrasse, resto, que dans la pandémie, il y avait moins. Donc là, les gens Il y avait plus de consommaient plus de consommation vin à domicile, ouais, c'est à la ça. maison. Là, Ouais. terrasse, resto, aussi le fait que durant la pandémie, mettons, le nombre de nos compétiteurs a vraiment explosé, c'est-à-dire tout le monde a commencé à vendre du vin québécois, que ce soit les petites boulangeries, les restaurants, on en voit vraiment de plus en plus. Donc là, on a beaucoup, 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 beaucoup plus de compétition que ce qu'on avait imaginé, parce qu'aussi les restaurants maintenant peuvent vendre comme sous format caviste un peu, donc ça, on ne l'avait pas vu venir non plus. Et incertitude financière, récession, les gens vont souvent couper dans des produits de luxe, le vin reste un produit de luxe, ils vont retourner à leurs habitudes de consommation d'avant, c'est-à-dire aller à la SAQ ou aller sur place, pas consommer en ligne, tout ça. Donc, c'est sûr que là, présentement, comment on fait pour s'ajuster, c'est qu'on est on est en train de revoir un peu la pertinence de notre site transactionnel, c'est-à-dire est-ce que la livraison est encore, en fait,
pertinent puis viable financièrement pour nous, parce qu'il y a beaucoup de frais là, liés à la vente en ligne. Puis vu qu'on ne peut pas utiliser un tiers pour la livraison, c'est nos employés, c'est tous nos outils qu'on doit utiliser, c'est notre voiture de livraison, tout ça. La loi va peut-être changer, mais probablement juste pour les vignerons et non pour les épiceries. Donc, on est en train d'avoir une réflexion stratégique là-dessus, à se dire est-ce qu'on continue ou on arrête. Puis sinon, ben, on a aussi acquis une nouvelle entreprise pour se diversifier, qui est juste en face d'un nous local, mais où on vend plus de nourriture. Donc, on va vendre de fromage, charcuterie et saucisses. Donc, c'est une bannière William G. Walter qu'on a achetée pour nous permettre de se diversifier un petit peu, puis aller chercher une clientèle différente et complémentaire, en fait, à la boîte à vin, vu qu'on est en face. Puis c'est un peu ça parce qu'on anticipait, en fait, soit qu'on allait vraiment devoir réduire, par exemple, de passer, ben, pas réduire, mais on s'en allait un peu vers un mur, en fait, avec juste le vin, avec ce qui se passe là, présentement. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'acheter une autre entreprise sur le côté. Moi, je pense que c'est un bel exemple, une belle démonstration de dire, OK, maintenant qu'on a vécu, on a passé à travers ça, on sait maintenant qu'il faut peut-être anticiper justement peut-être la situation. Puis comment qu'on peut le faire? Ben, OK, on va se diversifier. Puis il y en a beaucoup d'entreprises pendant justement la pandémie qui ont dit, ben, OK, on avait un marché qui était là, ben, on va essayer de développer un autre marché parce que tout était fermé. Toi, c'est l'inverse, c'est de dire, OK, là, on a vu que ça a super bien marché, mais là, on anticipe le retour à la normale, donc on doit se planifier. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'avantage, c'est que tu vois un petit peu plus venir que la pandémie qui nous a rentré dedans, mais en même temps, tu sais, t'as appris de ça puis de dire, OK, comment je peux peut-être avoir plus de cash flow. En ayant plus de cash flow, ça me permet d'acheter une autre business. Puis là, ben, avec cette business ça t'amène une stabilité. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bon exemple pour les entreprises de regarder, OK, peut-être que moi, dans mon domaine, il faut que je prenne un petit pas de recul. Planification, tu le dis, réflexion stratégique, de s'arrêter, de regarder la situation puis d'anticiper un petit peu plus. Fait que, merci pour ce partage-là aussi. C'est vraiment. Quand je vais revenir sur ton profil à toi plus spécifiquement. Quand on vit des hauts et des bas, on doit trouver des moyens de s'inspirer. Fait que peux-tu nous partager comment toi, tu restes connecté, inspiré pour justement des fois aller sortir un petit peu des périodes un peu plus difficiles ou ça peut être quand ça va super bien puis tu dis, Kat, moi j'aime vraiment ça, faire ça en tout temps pour rester connecté. Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'ai la chance d'être en affaires avec mon conjoint. Fait que on est très, très complémentaires dans la vie et on est très différents. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai besoin de me sortir un peu de ma tête, ou parce que moi, je suis très plus cartésienne, je suis plus justement, tu sais, je vais souvent analyser, suranalyser, puis faire un peu d'anxiété là-dessus. Mon conjoint, c'est complètement l'inverse. Fait que souvent, c'est un peu niaiseux, mais c'est à travers des discussions, puis en y parlant, puis en voyant à quel point lui, la fibre entrepreneuriale, c'est vraiment, tu sais, ça coule dans ses veines. On dirait que c'est lui qui m'inspire beaucoup. Puis sa famille aussi, qui sont tous des entrepreneurs. Souvent, on va passer beaucoup de temps avec sa famille à discuter de ça comme ça, là, tu sais, de discuter de c'était quoi leur enjeu, même si c'est des entreprises complètement différentes de la nôtre. Sinon, je me rattache beaucoup aux produits. Moi, je crois beaucoup au vin québécois. J'ai créé beaucoup de liens avec les vignerons. J'ai rencontré des personnes extraordinaires aussi qui sont vraiment inspirants parce qu'eux aussi ont des enjeux puis ont des défis qui sont énormes. Fait que souvent, je me rattache à notre mission, c'est-à-dire de faire rayonner puis de démocratiser le vin québécois, puis j'y crois fondamentalement. Fait que c'est vraiment ça qui me garde aussi puis qui m'inspire. Puis le fait d'avoir encore un emploi plus stable, qui me stimule, puis avec qui j'ai des collègues, puis j'ai des discussions, puis ça aussi, on dirait que ça m'aide des fois à travers les moments difficiles, c'est-à-dire, tu sais, quand je suis dans mon entreprise, je focus sur mon entreprise, puis j'ai les stress liés à tout ça, mais quand je travaille, on dirait que ça me permet de vraiment mettre mes énergies, tu sais, quand je travaille pas pour moi, quand je travaille pour mon employeur, on dirait que ça me permet de vraiment mettre toutes mes énergies là-dedans, puis de continuer d'apprendre, continuer
de me développer professionnellement, sans nécessairement toujours être rattachée à mon entreprise, à ma business, à mon day-to-day de business et tout ça. Fait que ouais, c'est un peu comme ça là, que je me garde inspirée, que je me garde motivée. Mais je sais pas si ça répond à ta question ou Oui, c'était plus... vraiment. Puis Ouais, moi, je pense OK. que tu parles, souvent, il y a un tabou aussi, que les gens osent pas dire qu'ils ont un autre job, tu sais, quand ils sont Mhm, entrepreneurs, ou qu'ils n'osent pas se dire entrepreneur parce qu'ils ont un autre job, tu comprends? Puis moi, ce mhm. que j'aime aujourd'hui, c'est que tu dis, hey, moi, là, ma job, elle me permet de décrocher puis de me déconnecter de ma business, ce qui fait que quand je reviens dans ma business, ben là, tu sais, j'ai les Ouais. énergies à bonne place. Fait que, tu sais, de mettre de l'énergie, ça te permet d'avoir de l'énergie, d'apprendre et ça te développe. Mhm. Puis, t'es pas tout le temps dans ton day-to-day de business. C'est Fait que, ça. je trouve que C'est ça. c'est une belle leçon, puis c'est un beau témoignage parce que souvent les gens n'osent pas le dire, ça. Puis j'en ai rencontré plein d'entrepreneurs qui disent, ben oui, ça m'en prend une petite job à part parce que faut que ça paye les factures, mais en même Mhm. temps, ben, si je fais ça, ça veut dire que je suis pas 100% dans ma business. Donc, tu sais, il y a comme tant le temps l'œuf ou la poule là, qu'on dit dans nos Ouais. discussions. Mais de le dire de cette façon-là, je pense que de dire, regarde, ça me stimule d'une autre façon, Mhm. ça va nourrir ma business. Puis en même temps, ben, je continue d'apprendre, de me développer comme personne. Fait que, tu sais, c'est le meilleur des mondes, là. Exact. Fait que, j'ai la chance d'avoir un employeur vraiment qui m'accompagne là-dedans. Puis depuis le début, là, je suis transparente avec mon employeur en disant que j'ai une entreprise. Puis ils ont toujours été très flexibles. Puis quand je leur ai demandé justement de passer plus à temps partiel à cause que j'achetais une nouvelle entreprise, ils ont été super ouverts aussi. Fait que, tu sais, ça, j'ai cette chance-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça ou effectivement tout le monde qui veut partager ça parce que des fois, il y en a qui voient. Mais pour vrai, moi, quand ils ont accepté, on dirait que ça m'a vraiment enlevé un poids parce que je serais probablement peut-être partie 100% en entrepreneuriat, mais j'aurais été plus stressée, je pense, puis j'aurais été encore plus anxieuse, tandis que là, c'est ça, ça me permet de rester dans une place que je sais que mon employeur me respecte puis qu'il va continuer à me développer puis tout ça. Fait que ça, c'est agréable. Puis ça me permet de, quand c'est mon entreprise, ben justement, j'ai pas le stress financier personnel parce que j'ai cette rentrée d'argent-là que je sais qui va rester, qui me permet de focusser 100% mon énergie sur l'entreprise. Fait que ouais, c'est tout récent, mais pour l'instant, j'adore ça, là, ce mode hybride-là. Ouais, puis tu sais, moi, je pense qu'il faut trouver son mode. Tu sais, tu l'as dit, tu as une certaine anxiété. Fait que de cette façon-là, tu as trouvé un modèle qui te plaît puis dans lequel tu es bien. Fait que tu sais, c'est ça la clé, hein. Je pense que Ouais, c'est chacun, puis tu l'as dit tantôt, tu sais, apprends à te connaître, tu apprends à te développer, tu sors de ta zone de confort. Mais tu sais, est-ce que c'est obligé de te lancer dans le vide? Tu sais, il y en a qui le font, il y en a qui se disent je le ferai jamais. Ben là, au moins, tu as trouvé la méthode de dire ben regarde, exact. c'est parfait. J'ai trouvé la méthode parfaite pour moi, qui est une méthode hybride, puis C'est ça. l'employeur. Ouais. Tu sais, moi, tu sais, je dis tout le temps, l'employeur, tu vas semer, tu vas récolter ce que tu vas semer. Fait que si tu travailles bien, tu es dédié, puis l'employeur, il est content de t'avoir, ben, il va t'accommoder. Tu sais, on n'est plus dans une ère que, il y a des jobs, des employés à profusion. Fait que je pense que Exact. c'est un avantage que tu as pour toi Ouais. dans cette situation-là. C'est parfait. On s'en va vers la fin de l'entrevue. Candine, j'aimerais ça que tu me parles un peu. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent ou des citations que tu aimerais nous partager, peut-être que ça peut être de ta grand-mère, de ton chum, de ton entourage, ça peut être des grands aussi, des personnalités connues aussi. Est-ce que tu en as des gens que tu suis ou que tu pourrais nous partager aujourd'hui dans ton Ben, entourage? ça c'est une bonne question. On dirait que j'ai pas, tu sais, il y a plein de gens qui me fascinent, qui m'impressionnent, tout ça, tu sais, beaucoup, là, mais j'ai de la misère à dire s'il y a une ou, tu sais, je suis pas quelqu'un en particulier qui m'inspire beaucoup. Fait que, tu sais, ça, c'est difficile. Mais j'adore aussi la culture, j'adore la musique, j'adore la télé. Tu sais, fait que j'ai beaucoup de comédiens, C'est des divers. musiciens que j'admire. Mais tu sais, j'ai pas une personne en particulier que je pourrais nommer ou deux, whatever, là, qui m'inspire vraiment. Puis au niveau des citations, ça non plus, on dirait que je suis pas quelqu'un qui se laisse inspirer par du monde extérieur. Non, mais pour vrai, tu sais, il y a une citation qui, moi, en fait,
colle beaucoup à mon parcours, que je garde souvent en tête. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de faire du voilier, de faire des cours de voilier. Puis le voilier, pour moi, je trouve que c'est vraiment une source de dépassement, mais en même temps de quiétude et très tranquille. Puis il y a une citation qui dit je ne peux pas changer la direction des vents, mais je peux ajuster mes voiles. Puis ça, je trouve que en tout cas, ça résonne beaucoup avec mon profil parce que c'est ça, j'ai appris à travers l'entrepreneuriat à pas vouloir changer les vents parce que c'est trop compliqué puis tu peux pas, mais juste de des fois modifier sa direction, changer son mindset. Ça, c'est un anglicisme, je m'excuse, mais je l'utilise beaucoup là, depuis la dernière année. Là, des fois, je me parle à moi-même, je me dis, OK, il faut que je change mon mindset parce que ça fonctionnera pas. Des fois, quand on rumine sur quelque chose puis qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution ou on n'avancera pas, ben c'est ça, le voilier va rester là, puis on va fermer nos voiles. Mais quand tu dis, ah, peut-être que je pourrais tasser ma voile puis partir de l'autre bord, puis ça va être plus long, mais je vais pouvoir contourner l'île au moins au lieu de foncer dedans. Fait que ça c'est quelque chose quand même qui résonne. Non, mais Euh, j'adore ça, puis c'est une excellente citation. Moi, je pense que ça s'applique dans plein d'affaires, puis tu sais, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. mhm, Tu sais, il y a des choses à un moment donné, pourquoi t'acharner à quelque chose que tu peux pas contrôler? Tu sais, toi, tu as travaillé avec du lobbyiste, tu as travaillé avec, tu sais, oui, il y a peut-être des choses que tu as décidé d'essayer de changer. Moi, je pense que c'est bien, tu sais, quand même, de dire, OK, peut-être, mais si on s'en va dans cette direction-là, peut-être qu'on va l'attraper le vent, puis ça va mhm. nous donner une petite poussée de plus, puis on va rattraper le temps perdu parce que on va l'avoir fait d'une autre façon, tu sais. Exact. Puis c'est aussi tu sais, dans ça, il y a toujours dans une sortie en voilier, whatever, il y a toujours une planification à faire. Tu sais, il y a toujours, OK, ben là, s'il arrive une tempête, on fait quoi? Fait que, tu sais, il y a aussi, en tout cas, moi, dans l'image du voilier, je trouve que ça me parle beaucoup, puis je trouve que ça reflète beaucoup ce qu'un entrepreneur doit faire. C'est-à-dire, oui, il y a de la planification, mais des fois, même si tu planifies, ça se peut que tu dois revirer de bord, tu sais, pour ta propre sécurité ou la sécurité de ton entreprise, dans ce parallèle-là. Puis c'est de l'accepter, puis de dire, même si je l'avais planifié, puis même si j'avais tout ce qu'il me fallait pour passer à travers cette tempête-là, ben ça se peut que finalement, on ne puisse pas parce que, oups, il y a une roche que j'avais pas vue. Tu sais, là, je continue le parallèle. Mais tu sais, c'est un peu ça. Je trouve, en tout cas, je trouve que le voilier, cette situation-là, me rappelle, me fait beaucoup penser à ce qu'un entrepreneur doit faire avec son entreprise, dans le fond, quand il est à la barre de son voilier ou de son entreprise. Ouais, tout à fait. Excellent. C'est une très belle citation. Tu n'en avais pas, mais finalement, tu m'en as trouvé Ouais. une très bonne. Fait que merci. Candide, je vais inviter les gens à, bien entendu, aller voir tes commerces, donc à Longueuil, et tu nous as dit aussi à Rosemont, Oui. la boîte à vin, et maintenant aussi, tu as le saucissier. Donc, est-ce que vous êtes lancé déjà? Oui, exactement. Donc, c'est le William J. Walton du Vieux-Longueuil. Donc, on est vraiment en face là, de la boîte à vin, donc au centre Véronneau. Ça existait depuis 16 ans là, dans le Vieux-Longueuil. Donc, nous, on a racheté la franchise, donc c'est une franchise. Puis sinon, il y a boîteavin.com aussi, là, qui est notre site transactionnel. On fait beaucoup d'articles de blog, il y a beaucoup d'informations sur les vins, sur notre entreprise aussi. Puis également sur la possibilité, là, des fois, de faire des événements. On peut faire également des événements en entreprise ou des événements plus privés. Donc, boîteavin.com, là, il y a une foule d'informations sur le site. Excellent. Fait que merci. On va se dire à bientôt. Puis, j'apprécie beaucoup ton temps et tout le contenu que tu m'as donné aujourd'hui. Donc, merci et bonne fin de journée. Merci à toi, Catherine. Bye. Bye bye.